savais ce qu'était un toxicomane. Je savais qu'il se piquait, je savais qu'on pouvait attraper le sida avec ça, je savais qu'il fallait pas marcher sur Ce vendredi 8 août 2025, dans l'émission Legend, la voix de Vita a pris une tonalité différente, plus grave, presque chargée d'un parfum de confidence qu'elle n'avait jamais livré au grand jour, comme si derrière l'image de l'artiste flamboyante, des ombres discrètes se mettaient enfin à parler. Elle racontait non pas la scène, les projecteurs ou les cris du public, mais l'envers de la médaille. Ces nuits où, après avoir salué la foule aux côtés de Slimane sur plus de 100 dates, elle rentrait dans des chambres d'hôtel anonymes avec, au fond du cœur, un vide qui ne se comblait pas, le rêve d'un troisième enfant repoussé sans cesse, une maternité suspendue au fil tendu des contrats et des obligations. Elle a confié que Noah, sa petite dernière, était arrivée 10 ans après son deuxième, non pas par choix mais par contrainte, comme une fleur qui aurait dû éclore bien plus tôt et qui, chaque saison manquée, laissait en elle un goût amer. Elle se souvenait de ses 38 ans, de ce désir brûlant de serrer un nouveau-né contre elle, et de cette impossibilité de tomber enceinte, parce que chaque mois, chaque semaine, chaque journée était déjà vendue à la musique. Alors quand le confinement a figé le monde, elle a senti une brèche s'ouvrir, une respiration que la vie lui offrait enfin, loin des tournées, loin des obligations, le moment de redevenir simplement une femme et une mère, pas seulement une chanteuse. Elle a parlé aussi de ce tournage imprévu pour Tout pour la lumière, de ce rôle d'Ophélia qui lui paraissait d'abord si étranger comme une terre inconnue et qui pourtant l'a happée, révélant en elle un plaisir inattendu, celui de jouer, de se glisser dans une autre peau. Et soudain, cette expérience lui a donné envie d'explorer encore, d'aller plus loin, de tenter des rôles qui la surprendraient, comme un écho au choix qu'elle a dû différer dans sa vie personnelle. Et en évoquant ses enfants, Liam, Adam et Noah, elle avait cette lueur dans le regard, mélange de fierté et de nostalgie, car derrière chaque éclat de lumière de sa carrière, il y avait eu un silence, une attente, une larme retenue. Et ce soir-là, devant Guillaume Pley, elle a accepté de lever le voile, de montrer que la force qu'on lui connaît s'est forgée dans les renoncements, que chaque note qu'elle chante porte l'empreinte de ce qu'elle a dû laisser derrière elle, et que c'est peut-être là, dans ce fragile équilibre entre gloire et sacrifice, que réside toute la vérité de Vita. Elle n'a jamais raconté ce soir-là où, après un concert triomphal, elle s'est retrouvée seule dans une chambre d'hôtel de luxe, encore maquillée, encore vêtue de la robe scintillante qui, quelques heures plus tôt, captait la lumière des projecteurs. Mais désormais, face à un miroir où chaque paillette semblait se transformer en larmes, c'était une image qui ne correspondait pas à la Vita que le public croyait connaître. Cette femme forte, sûre d'elle, inébranlable. Et pourtant, à cet instant précis, elle avait l'impression que tout ce qu'elle avait construit reposait sur un sol instable, comme si derrière chaque ovation se cachait un écho vide. Elle se demandait si sa réussite valait vraiment le prix qu'elle payait en silence. Et dans ce silence résonnaient des souvenirs d'un amour ancien, de ce garçon qu'elle avait aimé avant même d'avoir un nom sur les affiches, un amour passionné, brut, imparfait, qui lui avait donné l'impression d'être vue dans toute sa vérité, un amour qu'elle avait dû abandonner pour suivre la route sinueuse de la musique. Elle se souvenait de cette nuit où il lui avait demandé de rester, de choisir la vie à deux plutôt que la carrière, et elle était partie au petit matin, laissant derrière elle une lettre froissée sur la table à cordes de la cuisine. Ce choix, elle l'avait fait pour ne pas trahir son rêve. Mais il lui arrivait encore de sentir son parfum dans les rues de Lyon, comme une morsure invisible. Il y eut aussi cette liaison secrète, bien des années plus tard, avec un musicien croisé en studio, un homme marié, qui semblait comprendre la solitude des tournées. Ils partagèrent des confidences à voix basse, des éclats de rire étouffés dans les couloirs sombres, jusqu'au jour où elle comprit que cet interdit ne mènerait qu'à plus de douleur. Alors elle coupa court, mais elle garda au fond d'elle cette sensation de chaleur, mêlée de culpabilité. Et dans les interstices de sa vie, là où la lumière des projecteurs ne parvenait pas à pénétrer, se cachaient d'autres histoires, des rencontres furtives dans des villes étrangères, des mains qui se frôlaient sur un quai de gare, des baisers volés entre deux avions. Elle savait que le public n'imaginerait jamais à quel point son cœur avait été cabossé, que derrière ces chansons d'amour se cachent souvent des histoires qu'elle ne pouvait pas chanter, mot pour mot. Certaines trop vraies, trop brûlantes, trop dangereuses. Il y avait aussi ce lien indéfectible avec Hicham, son mari, un lien forgé dans les tempêtes, où l'amour devait cohabiter
avec les absences, les annulations de dîners, les anniversaires ratés, il avait parfois douté, parfois levé la voix, parfois menacé de tout quitter, mais il restait, et elle restait aussi, comme deux marins qui savent que malgré les vagues et les vents contraires, ils appartiennent au même navire, et au milieu de tout cela, la musique continuait d'exiger toujours plus. Alors qu'elle se surprenait à rêver d'un jour où elle pourrait se lever sans avoir à vérifier un emploi du temps, un jour où l'amour ne devrait pas se glisser entre deux dates de concert, mais se vivre pleinement, elle se rappelait encore d'un moment presque irréel dans une ville étrangère, lorsqu'un inconnu l'avait reconnue non pas comme la star, mais comme la fille qui riait au fond d'un café, et qui lui avait dit simplement « Je vous ai déjà aimé quelque part ». Cette phrase l'avait hantée pendant des années. Elle se demandait si c'était un hasard ou une vérité qui la suivait depuis toujours, car au fond, peut-être que sa vie n'était qu'une suite d'amours commencés trop tôt ou terminés trop tard, une mélodie inachevée qu'elle cherchait encore à compléter. Et plus elle avançait, plus elle comprenait que ses plus grandes chansons naissaient moins de la gloire que de ces instants volés où son cœur battait plus fort que la scène. Et ce soir-là, quand elle l'a confié, ce n'était pas pour créer du sensationnel, mais parce que pour la première fois, elle voulait que l'on sache que Vitaa, derrière ses refrains imparables, est avant tout une femme qui a aimé, perdu, attendu, et qui, malgré tout, continue de croire qu'un amour, le vrai, pourrait un jour durer plus longtemps qu'une tournée. Il y a pourtant une vérité qu'elle n'avait encore jamais laissé franchir ses lèvres, un secret tissé dans les interstices de ses nuits blanches, une histoire si contraire à l'image qu'on lui prête qu'elle hésitait encore à la formuler, tant elle semblait irréelle. C'était un soir d'hiver dans une ville étrangère où elle venait de terminer un enregistrement. Les rues étaient désertes et glacées. La neige tombait par flocons épais sur les pavés sombres. Elle marchait seule, le manteau serré autour d'elle, lorsqu'une voix surgit de l'ombre, une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années, celle d'un homme qu'elle croyait perdu, à jamais. Un amour adolescent qu'elle avait fui en croyant qu'il l'oublierait. Mais il était là, les yeux chargés de souvenirs et d'un feu qui ne s'était pas éteint. Ils ont marché longtemps sans se toucher, comme si le moindre geste pouvait faire basculer le monde. Il lui a parlé de ses errances, de ses regrets, de la vie qu'il avait menée sans elle, et elle l'écoutait en silence. Partagée entre le vertige et la peur de retomber dans ce qu'elle avait mis tant d'années à enfouir, cette nuit-là, ils ne se sont pas quittés. Ils ont partagé une chambre anonyme où le temps semblait suspendu. Et au petit matin, elle a disparu avant son réveil, laissant derrière elle l'empreinte de son parfum et un mot qu'il ne lirait jamais car elle l'avait glissé dans sa propre poche. Incapable de le laisser à portée de ses mains, elle portait en elle ce secret comme un talisman et une malédiction, un fil invisible reliant deux âmes condamnées à se frôler sans se retenir. Et il y eut plus tard cet épisode encore plus déroutant. Une rencontre inattendue dans un aéroport où, entre deux vols, elle croisa un inconnu qui connaissait par cœur les paroles d'une chanson jamais publiée, une chanson qu'elle avait écrite seule dans sa cuisine un soir de tempête. Elle ne comprenait pas comment il pouvait la chanter mot pour mot. Il lui expliqua que sa sœur avait travaillé dans un studio où un extrait avait été capté par erreur et que cette mélodie était devenue pour lui comme une prière. Cet échange bref et intense la troubla au point qu'elle remit en question la frontière entre sa vie et celle que le public croyait posséder. Elle se souvenait aussi d'un dîner à Paris avec un réalisateur réputé qui lui proposa un rôle exigeant dans un film sombre, un personnage d'anti-héroïne brisé par la vie, un rôle qui aurait révélé une facette d'elle que même ses proches ignoraient. Elle faillit accepter mais recula au dernier moment, effrayée par ce que ce miroir pourrait lui renvoyer. Pourtant, cette hésitation la hante encore. Comme toutes ces portes entr'ouvertes qu'elle n'a pas osé franchir, elle avait cette manière étrange de garder les lettres jamais envoyées, les photos jamais publiées, les chansons jamais enregistrées, comme si une partie d'elle se nourrissait de ce qui reste caché. Et dans ses relations amoureuses, il y avait toujours eu cette ombre, ce besoin de se protéger derrière une distance. Même avec Hicham, elle avait parfois l'impression d'aimer depuis une forteresse aux murs transparents. Elle voyait ses enfants jouer dans le jardin, riait sous le soleil, et pourtant, au fond d'elle, résonnait une question qu'elle n'avouerait jamais. Celle de savoir si l'amour qu'elle offrait était complet ou amputé par toutes les pertes accumulées. Dans les hôtels impersonnels, elle écrivait des pages entières de pensées qu'elle déchirait ensuite, incapable de les laisser exister. Elle se souvenait d'un soir en Italie où,
Après un concert, un bouquet de fleurs blanches l'attendait dans sa loge avec une carte signée simplement d'une initiale. Elle sut immédiatement de qui il s'agissait. Son cœur battit plus fort, mais elle fit mine de ne pas comprendre devant l'équipe. Et le soir même, elle prit un avion pour rentrer plus tôt que prévu. Préférant fuir plutôt que céder à l'appel du passé, parfois elle se demandait si sa vie n'était pas une suite de fuites habillées de mélodies, si chaque note n'était pas une tentative de recoudre une déchirure ancienne, et dans ces rares instants de solitude absolue, elle s'imaginait vivre dans une petite maison, au bord de la mer, sans micro, sans lumière, avec seulement le bruit des vagues et une main dans la sienne. Mais cette vision s'effaçait dès que le rideau se levait, et que la scène l'engloutissait de nouveau. Elle savait que son destin était de marcher sur ce fil entre vérité et fiction, entre passion et prudence, et qu'au bout du compte, peut-être que le plus grand rôle de sa vie n'était pas celui qu'on lui offrirait au cinéma, mais celui qu'elle jouait chaque jour en étant Vitaha aux yeux du monde et une femme secrète dans le secret de son cœur. Sous la lumière artificielle des scènes qu'elle foulait, nul ne pouvait deviner l'histoire silencieuse qui continuait de battre en elle, une histoire faite de souvenirs interdits, d'élans contenus et de vérités qu'aucune chanson n'avait encore osé dire. Et pourtant, à chaque note qu'elle laissait s'échapper, c'était comme si un fragment de ce passé se glissait entre les mots, invisible pour la foule, mais bien réel pour elle. Il y avait cette sensation étrange qu'elle portait une double existence, l'une faite de cris, d'applaudissements, de flashs aveuglants, et l'autre tissée de murmures, de lettres jamais envoyées, de regards volés à travers une pièce bondée. Elle se souvenait d'un été brûlant à Marseille, où, en pleine préparation d'un album, elle s'échappait chaque soir en secret pour marcher sur le vieux port, simplement pour respirer une liberté qui ne dépendait de personne. Et un soir, assise sur les marches froides d'un quai, elle avait croisé le regard d'un inconnu qui, sans un mot, s'était assis à ses côtés. Ils étaient restés là pendant des heures, à écouter les bruits de la mer et des bars voisins, sans échanger plus que quelques phrases, mais avec ce sentiment inexplicable d'avoir partagé quelque chose de rare et de précieux. Cet instant ne se répéterait jamais, et pourtant, il resterait imprimé dans sa mémoire comme un tableau figé. Elle avait toujours été fascinée par ces rencontres qui surgissaient hors du temps, comme si la vie, par moments, lui envoyait des éclats de vérité au milieu du tumulte. Et puis, il y eut cette période sombre, après une rupture dont personne ne sut rien, où elle s'était jurée de ne plus aimer que dans les chansons, de réserver son cœur aux harmonies plutôt qu'aux promesses humaines, mais la réalité vint la contredire. Car un soir, lors d'un dîner organisé par un ami commun, elle croisa un photographe italien qui, au premier regard, sut lire en elle, comme dans un livre ouvert. Leur conversation durait jusqu'à l'aube. Faite de songs, faite de confidences et de silences chargés. Il lui montrait des clichés en noir et blanc, des visages abîmés par la vie, mais illuminés par un éclat intérieur. Et elle se surprenait à lui parler de ses peurs les plus profondes, de son désir de disparaître parfois, de se fondre dans une foule sans que personne ne la reconnaisse. Cet homme, pourtant, ne chercha jamais à franchir la limite qu'elle lui imposait, comme s'il savait qu'un amour pour elle devait rester à l'état de possibilité pour survivre. Dans ses voyages, elle croisa aussi des âmes errantes, des musiciens de rue, des serveuses au sourire fatigué, des enfants qui dansaient au coin d'une rue africaine en chantant ses refrains sans savoir qui elle était. Et ces moments, plus que les trophées ou les chiffres, lui rappelaient pourquoi elle chantait. Il y eut une fois, à New York, où elle resta seule, sur le toit d'un immeuble, le vent glacé fouettant son visage, à regarder les lumières des fenêtres en face, en s'imaginant les vies derrière chaque rideau, et elle se demanda si elle avait manqué la sienne, en courant après toutes les autres. Il y avait en elle une mélancolie douce, une nostalgie de ce qu'elle n'avait pas vécu autant que de ce qu'elle avait perdu. Et cette nostalgie se glissait dans ses choix amoureux, la poussant parfois vers ceux qui étaient déjà ailleurs, déjà pris, déjà impossibles, comme si elle cherchait à protéger son cœur en le donnant à des causes perdues. Avec Hicham, malgré l'amour, elle savait que certaines parties d'elle lui échappaient. Non par volonté de mentir, mais parce qu'il y avait des émotions qu'elle ne pouvait pas traduire en mots, seulement en musique. Et il le comprenait à demi, acceptant sans toujours saisir toute la profondeur de ses silences. Une fois, lors d'une pause imprévue entre deux concerts, elle était rentrée seule dans leur maison vide. Et en ouvrant un tiroir, elle était tombée sur une vieille boîte en métal, où elle gardait depuis toujours les traces matérielles de ses amours passés.
une boucle de cheveux, un ticket de train, une photo pliée en 4. Elle passa la nuit à les regarder un à un, se laissant envahir par les sensations anciennes, au point de ne pas voir l'aube se lever. Dans ces instants, elle se disait qu'elle avait vécu 1000 vies, en parallèle, toutes enfermées dans la sienne, et que si elle devait disparaître demain, personne ne pourrait reconstituer le puzzle entier. Elle avait appris à sourire même quand son cœur se fissurait, à dire « tout va bien » tout en écrivant des chansons, qui disaient l'osa le contraire. Et peut-être que c'était ça, la véritable force qu'on lui prêtait, non pas l'absence de douleur, mais la capacité à la transformer en quelque chose de beau. Et tandis qu'elle poursuivait sa route, entre les bras qui la réclamaient et ceux qu'elle fuyait, elle savait qu'elle continuerait à aimer en secret, à perdre et à retrouver des fragments d'elle dans les yeux d'inconnus, à chanter pour ne pas crier, et à cacher dans ses mélodies l'histoire complète que personne, jamais, ne connaîtrait vraiment. Ce qu'elle n'avait jamais osé dire, c'est qu'au cœur même de ces années les plus éclatantes, une ombre planait au-dessus d'elle, une vérité qui, si elle venait à être révélée, pourrait bouleverser l'image entière que le public s'était forgée d'elle. C'était lors d'une tournée à l'étranger, dans une ville où personne ne la connaissait, qu'elle avait croisé une femme au regard perçant, plus âgée, qui lui avait parlé comme si elle détenait une clé de son passé. Cette femme lui raconta des détails sur son enfance, qu'elle n'avait confié à personne, et lui remit une enveloppe scellée, en lui disant de ne l'ouvrir que lorsqu'elle serait prête à tout perdre. Elle avait gardé cette enveloppe cachée pendant des années, entre des partitions, trop effrayée pour affronter ce qu'elle contenait, jusqu'à cette nuit d'insomnie, où, seule dans une chambre d'hôtel, elle céda. Et à l'intérieur, il y avait une photo en noir et blanc d'un homme qu'elle n'avait jamais vu, mais dont les yeux étaient les siens. Au dos, quelques mots griffonnés révélaient que celui qu'elle croyait être son père n'était pas celui qui l'avait mise au monde. Ce choc la laissa sans souffle, un vertige qui lui fit remettre en question chaque souvenir, chaque certitude. Elle se souvenait alors d'étranges silences dans la bouche de sa mère, de conversations interrompues quand elle entrait dans la pièce. Et soudain, tout prenait sens. Ce secret lui brûlait les mains. Elle pensa le détruire, puis décida de le garder, prisonnier entre ses feuilles jaunies. Mais cette découverte réactiva une douleur ancienne et la poussa à chercher cet homme, en secret, entre deux concerts, sous des identités d'emprunt, jusqu'à retrouver une adresse, à l'autre bout du pays. Un soir d'hiver, elle se rendit devant cette maison isolée, observa à travers la fenêtre un vieil homme seul, penché sur un piano, jouant une mélodie qu'elle connaissait sans savoir pourquoi. Elle comprit qu'il la portait en lui depuis toujours comme elle avait porté ses chansons, mais elle recula dans l'ombre, incapable de frapper, préférant garder intact ce fil invisible plutôt que de risquer de voir s'effondrer l'équilibre précaire de sa vie. Et depuis ce soir-là, chaque fois qu'elle chante devant des milliers de personnes, elle sait qu'au premier rang invisible se trouve ce père inconnu, ce fantôme de chair et de sang qui, sans jamais avoir parlé, continue de dicter une part de sa voix et de son cœur. Et pourtant, malgré le choix de s'éloigner ce soir-là, la silhouette de cet homme restait gravée en elle avec une intensité presque douloureuse, comme une brûlure qui refusait de cicatriser. Les jours suivants furent un mélange de vertige et d'obsession. Chaque geste, chaque parole échangée autour d'elle semblait prendre un sens nouveau à la lumière de ce qu'elle savait désormais. Parfois, en pleine répétition, il lui arrivait de s'arrêter net, frappée par la ressemblance entre ses mains et celles qu'elle avait vues posées sur le clavier ce soir-là, ou par une intonation dans sa propre voix qui lui rappelait le timbre fragile et profond de l'inconnu. Elle se surprenait à se demander si cette mélodie qu'il jouait était un cri d'appel qu'elle seule pouvait entendre, comme si au-delà du sang et des années perdues, il existait une fréquence secrète qui liait leurs... Alors elle a choisi la seule fuite en avant qui ressemble à un retour. Elle a réservé sous un faux nom une salle perdue au fond d'un théâtre désaffecté et, dans la poussière soulevée par ses pas, elle a répété une chanson qu'elle n'avait jamais jouée à personne, une mélodie sans couplet ni refrain, comme une ancienne comptine dont on aurait effacé les bords. Et le soir convenu, bien avant l'ouverture des portes, il s'est présenté sans frapper, les mains nues, le regard lourd de saison entière. Ils ne se sont pas embrassés, ne se sont pas serrés. Ils se sont assis face à face à la table branlante de la loge, et il a posé un dictaphone sur le bois, un objet minuscule qui, d'une pression, a libéré la voix d'une femme enregistrée des décennies plus tôt, une voix presque intacte qui racontait une nuit de foudre, un choix impossible, un départ à l'aube,
et puis ce silence fabriqué pour protéger tout le monde et qui n'avait protégé personne. À mesure que les mots déroulaient la trame oubliée, elle reconnaissait les intonations qui l'avaient bercée enfant, des inflexions qu'elle croyait siennes et qui revenaient comme un miroir. Alors l'homme lui a tendu une clé, minuscule, enveloppée dans un ruban décoloré, et il lui a dit seulement de suivre la lumière au 3e étage d'un immeuble qui portait encore l'enseigne d'un ancien studio. Là, derrière une porte lourde, elle a découvert une pièce close depuis des années, des partitions annotées de sa propre main d'enfant, des cassettes étiquetées d'un prénom qu'elle ne portait encore qu'en secret. Et au mur, une suite de Polaroids qui la montraient au piano, trop petite pour atteindre les pédales, toujours accompagnée par un bras masculin dont on ne voyait jamais le visage. Elle a compris que l'inconnu n'avait jamais été lointain, qu'il avait suivi chaque pas en se tenant hors champ, qu'il avait gardé la trace vivante d'une filiation musicale patiemment cachée. Alors elle a posé les doigts sur le clavier poussiéreux et la pièce a tremblé d'une note qu'elle n'avait jamais su trouver en scène, un son qui ouvrait une porte en elle avec la douceur d'un couperet. Il lui a révélé que la chanson volée qui circulait clandestinement n'était pas un hasard, mais un signal délibéré, semé jadis pour la guider jusqu'ici, si un jour elle se mettait vraiment à chercher. Elle a senti tous ses départs trouver une adresse. Toutes ses errances tombaient sous une gravité nouvelle, et dans cet effondrement lumineux, une autre vérité est apparue, plus dangereuse encore, celle d'un amour qu'elle n'avait pas voulu nommer, le seul qui avait traversé les années sans se salir, un amour qui ne tenait ni du fantasme ni du repentir, mais d'une évidence ancienne, placée là, dès l'origine, entre la voix qui donne la vie et la main qui donne la musique. Elle a su qu'il n'y aurait pas de pardon public. Pas de phrases spectaculaires pour consoler l'opinion, seulement un montage patient de fragments. À l'image de ces bandes magnétiques qu'on recolle au millimètre, elle a passé la nuit à écouter les cassettes, chaque souffle, chaque hésitation, chaque rire capturé, devenant une marche solide. Et quand le matin a percé les vitres, l'homme s'était éclipsé, ne laissant qu'un cahier noir avec une consigne écrite d'une écriture serrée. « Raconte tout, mais chante-le pour toi d'abord. » Alors elle a rangé la honte au fond d'un tiroir, elle a pris la clé, le cahier, les Polaroids, et elle est rentrée auprès des siens sans rien dire, avec au cœur cette certitude neuve qu'il lui faudrait rebâtir l'amour à partir de ce noyau brûlant, non pas en expliquant, mais en regardant en face celui qu'elle aimait et en déposant entre eux la part de nuit qu'elle avait héritée. Plus tard, bien plus tard, dans un studio baigné d'une lumière oblique, elle a enregistré d'une seule traite une pièce sans couplet, une plainte claire traversée d'un motif de piano qui revenait comme une marée, et dans ce battement de marée, elle a glissé la promesse d'un avenir qu'elle ne mendirait plus, un avenir où l'on n'a plus peur de perdre parce qu'on a enfin arrêté de se perdre soi-même. Au même instant, quelque part derrière une fenêtre anonyme, un vieil homme s'est mis à jouer exactement la même note, comme si deux vies séparées avaient trouvé, l'une en l'autre, la fréquence de leur pardon. Et quand le dernier accord s'est éteint, elle est restée immobile, les yeux fermés, comme si tout ce qu'elle avait cherché depuis toujours venait enfin de s'aligner dans un silence parfait. Il n'y avait plus de scène, plus de public, plus de masque, seulement elle et cette vérité nue qui ne lui faisait plus peur. Elle comprit que certaines histoires ne demandent pas à être expliquées, elles demandent à être vécues jusqu'au bout. Même si elle laisse derrière elle des cicatrices invisibles, elle savait désormais qu'elle ne chanterait plus jamais de la même façon, que chaque mot porterait la trace de ce chemin secret, que chaque note serait un morceau de cette réconciliation intime. Elle rentra chez elle avec un pas plus léger, le cœur encore chargé mais libre d'un poids ancien. Et le soir même, seule dans sa cuisine, elle écrivit sur un bout de papier ces mots qu'elle colla sur le frigo. « Vivre, c'est accepter de ne pas tout comprendre. » Puis elle alluma une petite lumière, prit une grande inspiration, et se promit que quoi qu'il arrive, elle n'aurait plus jamais peur de chanter pour elle-même avant de chanter pour les autres. Car c'est là que commence la vraie liberté, celle qu'aucune ovation ne pourra jamais acheter. Si cette histoire vous a touché, et que vous voulez continuer à découvrir les vérités cachées derrière les plus grandes voix, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits.